J'imagine les scènes sonores avec quelque chose de très précis en tête. En tant que femme dans ce milieu, c'est pas facile de faire sa place. Laetitia Casta et Lambert Wilson, vraiment des super comédiens. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je me suis dit que j'allais démissionner d'Audible. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir mon invité, même si je suis à chaque fois bien sûr content de recevoir mes invités, mais là, tout particulièrement parce que déjà c'est la première femme de la chaîne, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, il y a eu des histoires de calendrier, mais on y arrive et on a de superbes créatrices d'ailleurs qui arrivent sur la chaîne, c'est promis. Et puis parce que c'est la première invitée ingénieure du son, donc on va pouvoir parler technique à fond, et en particulier de son binaural, puisque mon invité c'est Lidwine O. Lidwine, elle a un parcours hyper intéressant. Alors, elle a commencé par intermittente du spectacle, ce qui lui a permis de toucher vraiment à beaucoup de choses, notamment à la télé, à la radio. Puis elle est devenue spécialiste donc du son binaural pour France Télévisions. Elle est recrutée ensuite chez Audible France, où elle commence comme experte en son immersif jusqu'à évoluer en responsable des contenus originaux. Donc beaucoup de projets sont passés dans ses mains. Et parmi ces gros projets, il y a Styx. Il y a l'adaptation française de 1984, il y a 6 saisons de Marvel, de Profundis, Jiken et j'en passe. Alors, c'est parti pour cette rencontre. Salut Lidwine. Salut. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, ça fait très plaisir de te recevoir. J'aimerais commencer comme d'habitude un peu dans ce podcast, l'idée c'est de revenir sur peut-être un son où tu te sens bien, un souvenir aussi qui t'habite, un souvenir sonore qui t'habite encore aujourd'hui, une ambiance, un lieu sonore. Est-ce que tu as quelque chose peut-être à nous partager ? Je pense que comme beaucoup, ça doit être le son de l'enfance. Donc pour moi, c'est la garrigue, les cigales, en plein été, avec les avions qui passent dans le ciel. Et je sais pas pourquoi les avions qui passent le mur du son. Parce qu'il y en avait quand j'étais petite. Ah ouais ? Ouais. Qui passaient au-dessus de toi On les voyait pas parce que le son met du temps à arriver. Mais c'est vrai que c'est un souvenir que j'ai, c'est cette garrigue complètement assommée de chaleur où il y a pratiquement rien et les bruits des cigales et les petits insectes dans la garrigue très sèche. Et puis parfois des avions qui passent le mur du son et qui font un bruit qui peut être assez inquiétant mais qui en même temps est assez courant, donc pas si inquiétant que ça, qui renvoie à du connu, mais en même temps qu'on voit pas. Voilà. Parce que tu es originaire plutôt du sud, du coup ? Ouais. T'as grandi où ? Dans la région de Montpellier. Ok. Voilà. Oui, parce qu'on le verra aussi, tu as fait des études à Toulouse en BTS. On le verra juste après, mais déjà continuer un peu sur ces ambiances sonores. Tu étais déjà quel genre d'enfant, quel rapport tu avais un peu au son quand tu étais enfant ? Est-ce que tu avais déjà peut-être un lien avec la musique, puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont venues aussi dans le son avec la musique. Est-ce que tu as des choses comme ça, ton rapport au son, il était comment enfant ? Alors, je pense qu'il n'était pas conscient. Donc, je pense pas que j'ai conscientisé quelque chose sur le son quand j'étais enfant. Et d'ailleurs, je pense que c'est assez intéressant parce que j'aime bien ce côté non conscient de la perception sonore. C'est-à-dire que je pense qu'on est rarement conscient du son qui nous entoure, de ce qu'on entend et de comment ça nous affecte. Et je pense que moi, j'ai passé, je dirais, jusqu'à mes 18 ans, j'ai perçu le monde avec différents sens, dont l'ouïe, mais sans y prêter du tout la moindre attention. Et comme tous les enfants de mon époque, où on avait un petit enregistreur cassette et on s'enregistrait, on faisait des choses comme ça, et on avait un tourne-disque, mais avec lequel on jouait. Mais c'était pas le son, c'était plus l'information qui était transmise par le son qui m'intéressait. Et il y a que quand j'ai fait des études de son que j'ai commencé à m'intéresser au son de manière consciente, en fait. Voilà.
Est-ce que tu as eu un déclic justement qui t'a amené vers ces études de son, quelque chose, un rapport particulier ou une émotion aussi liée à des sons? Pour être très honnête, j'ai choisi ces études-là, comme je pense beaucoup de gens à 18 ans, un peu par hasard, parce que j'avais fait un bac scientifique et que je savais pas du tout quoi faire. Et j'avais envie de faire quelque chose qui soit pas ennuyeux, parce qu'à 18 ans, j'avais envie de pas de faire des études sérieuses, on va dire. Et j'ai eu l'impression que de faire des études de son, ça allait m'amener à des choses en lien avec la musique, le cinéma, la radio. Et ça me semblait plus chouette que de faire, par exemple, géologie ou physique ou voilà. Donc j'ai cherché dans un centre d'orientation différentes fiches métiers et j'ai trouvé que ça c'était un BTS audiovisuel option son. Ça, je sais pas pourquoi ça m'a parlé, mais c'était complètement dans le fantasme, ça j'avais aucune idée de ce que c'était. Donc il y en avait 4 à l'époque en France et j'ai postulé aux 4. Et j'étais pris à 2 et donc voilà. Donc tu as choisi de rester dans le sud quand même, du coup, à Toulouse. En fait, c'est même pas comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation, je l'ai acceptée, puis après j'en ai reçu une autre. Voilà, donc j'avais déjà choisi quand il n'y avait pas Parcoursup à l'époque, donc voilà. Et je me suis retrouvée à Toulouse. Et donc tu découvres un peu plus le son, du coup, Exactement. à ce moment-là. Qu'est-ce que tu découvres justement? Est-ce que tu tombes vraiment directement amoureux, un coup de foudre avec le son, ou est-ce que ça vient Alors, progressivement alors, à ça m'ouvre t'intéresser? complètement. Alors, je commence à découvrir, en fait, et du coup à analyser tout ce qu'il y avait en moi, que j'avais emmagasiné sans que ça soit conscient. C'est-à-dire que j'ai commencé à écouter de manière consciente, et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Et j'avais des profs qui étaient assez chouettes parce qu'ils nous faisaient écouter beaucoup de choses. Ils nous faisaient analyser ce qu'on écoutait, ce qu'on ressentait, etc. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et puis, je me suis mis du coup à aller au cinéma pour voir des films et, euh, et à devoir analyser, à expliquer, etc. Donc ouais, ouais, ça m'a vraiment... ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose que j'aurais pu ignorer toute ma vie, en fait. Hmm. Voilà. Et donc tu découvres un peu le son, tu parles de création. On n'est pas du tout encore dans la fiction sonore, on est dans différents types de création là à l'époque. Alors, en fait, très rapidement, je crois que c'est la deuxième année où je suis arrivée à Toulouse, donc je vais avoir 19 ans. Euh, j'ai J'avais un pote qui faisait une émission de radio sur une radio qui s'appelait FMR, qui était une radio associative, une des premières radios libres. Et on allait tous les samedis matins, je crois, faire une émission. On faisait jamais la même chose. On arrivait avec des disques. Et je crois qu'au bout d'un an, il a décidé d'arrêter. Et moi, j'ai repris le créneau toute seule. Et ça a duré 10 ans en fait. Ah oui. Et pendant 10 ans, j'ai fait une émission de radio toute seule euh, qui a complètement évolué en 10 ans. Je le faisais une fois par semaine, je crois, pendant 8 ans. Et les 2 dernières années, je pense que c'était une fois tous les 15 jours. C'était passé le vendredi soir. Et c'était là, par contre, c'était vraiment un endroit de création, d'expérimentation. C'était pas du tout easy listening parfois ce que je faisais. Je n'avais aucune idée du nombre de personnes qui m'écoutaient et je l'oubliais complètement. Donc je pense que je me suis quand même assez lâchée à cette époque-là pour gagner ma vie. Donc j'étais intermittente du spectacle puisque du coup j'avais fait mon BTS audiovisuel option son. J'avais commencé à travailler à France 3 Toulouse sur des fictions. Donc là on est milieu des années 90, fin 90 à peu près. Je dirais que cette période où j'ai fait l'émission sur FMR, ça devait être entre 94 et 2004. Voilà. Donc ça a été assez long. C'était dans un endroit qui était assez chouette. C'était à côté des loges du Bikini, qui était une salle de concert. Puis comme c'était le vendredi soir, après, il y avait des soirées, tout ça. Donc c'était plutôt chouette de faire ça, hein.
Je faisais du montage son de fiction, de téléfilms à France Télé. Et donc, j'étais beaucoup dans les bruitages, j'enregistrais aussi des bruitages pour la fiction, le montage son. Donc, j'étais dans des bibliothèques de son, etc. Et en fait, ça avait absolument rien à voir avec l'émission que je faisais après sur FMR, mais j'avais amené ces choses de bruitage, de montage son, de superposition de son, d'ambiance sonore, etc. Et à l'époque, j'écoutais beaucoup de musique assez minimale, électro-minimale, où il n'y avait pas de voix, ou bien c'était juste des voix sans parole ou des choses comme ça. Et j'aimais bien, en fait, mixer à la fois ces disques que j'avais avec des bruitages et créer des sortes de... Comme si c'était des bandes-sons de films, mais avec différentes couches, avec des sortes de bruits répétitifs qui se décalaient les uns par rapport aux autres, des choses comme ça. Et j'expérimentais pendant 1 heure. Parfois, il y avait des gens qui m'appelaient au téléphone, des fois je les mettais en ligne, ils racontaient des poèmes. Enfin, il y avait voilà, des moments comme ça. Et c'était vraiment mes moments à moi. Et je pense que c'était assez chouette de faire ça. Et là, je me demande où j'ai mis parce que j'ai tout enregistré. T'as gardé? Je pense que je l'ai... Oui, alors faut que je les retrouve. Je crois que c'est dans des cartons. Je suis presque sûre que je les ai pas jetés. Et c'est sur des cassettes audio, donc j'ai plus de lecteur de cassettes, mais... Trop cool. Voilà. Et dans ce début de carrière, est-ce que tu découvres aussi des nouvelles choses dans tes différentes expériences en intermittent du spectacle? Donc tu dis tu travailles en télé, tu travailles aussi un peu en radio aussi au Move à un moment. Oui. Et radio, télé, Alors, principalement en tout cas. ouais. Et Et cinéma. après, j'ai fait un peu de sono aussi. En fait, pour résumer, ça peut être un peu bizarre de résumer ça comme ça, mais je pense que j'ai jamais prévu les choses et je me suis un peu laissée porter par ce qui s'est présenté, par les opportunités qui se sont présentées sans trop les avoir moi-même initiées, je reconnais. Et aussi peut-être que je suis allée là où on m'a laissé de la place, ce qui est autre chose et qui est un peu bizarre à dire. Mais je pense qu'en tant que femme dans ce milieu, c'est pas facile de faire sa place. Et parfois, en y repensant, je suis peut-être allée là où on m'a pas empêché d'aller. Voilà, là où on m'a laissé de la place. Et peut-être que j'ai fui aussi des endroits parfois. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire plein de choses différentes. Mais alors effectivement, je pense que ça devait faire 4 ou 5 ans que je faisais déjà du montage son de fiction. Donc moi, j'ai commencé vraiment à 20 ans en sortant de mon BTS, parce que j'ai eu la chance de faire partie d'une génération où les hommes avaient encore leur service militaire à faire ou objecteur de conscience. Donc quand je suis sortie de mon BTS, la voie était libre. Et du coup, j'ai travaillé pour France Télé, ça s'appelait à l'époque FR3 ou France 3. Peut-être ça s'appelait encore FR3, je sais plus. Enfin, j'étais payée en francs et tout. Et donc, j'ai fait du montage son de fiction directement. Pour moi, c'était vraiment un vieux monde parce que j'avais 20 ans et je travaillais avec des gens de l'ORTF, en fait, qui m'ont appris plein de choses, qui étaient très bienveillants, on va dire, très dans le passage de savoir à l'ancienne, m'expliquer, me raconter des choses d'il y a 30 ans. Il y avait des gens qui avaient travaillé avec avec Orson Welles, par exemple. Ah oui. Des choses qui me semblaient... Pour moi, c'était vraiment une autre époque. Enfin, ça l'est toujours. Hein. Et donc, c'était vraiment, vraiment le vieux monde qui me fascinait un peu, mais qui m'ennuyait aussi un peu. Parce que j'avais un peu envie de trucs un peu plus, on va dire, rock'n'roll à l'époque. Et c'est vrai que c'est comme ça que je me suis retrouvée à postuler pour le Move en me disant, il y a une nouvelle radio jeune, je vais postuler là-bas. Et donc, du coup, j'ai travaillé aussi au Move pendant pas très longtemps. Mais c'était chouette parce que du coup, j'ai retravaillé sur de la radio. Alors, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas super intéressantes en tant que
ingé son parce que c'était micro-musique, Ouais. voilà. Réel de Mais radio. voilà. Mais il y avait quand même à l'époque des petits documentaires. Je me demande si ça faisait pas 26 minutes. Et c'était des documentaires comme Avoir 20 ans en Palestine, Avoir 20 ans à Reykjavik, etc. Et ça, en termes de montage son, de création d'histoire à partir d'un matériau qui était uniquement voix et un petit peu d'ambiance, mais recréer tout ça avec de la musique, tout ça, c'était chouette. Et par contre, j'ai eu ma dose de je suis entourée de jeunes, on va sur des festivals, on va à Benicassim, on fait des interviews d'artistes, Ouais. voilà. Donc là, Très cool. voilà, c'était ce que je cherchais à l'époque. Je pense que j'avais 27 ans, c'était en 2001. Parce que oui, c'était juste après l'explosion d'AZF. Donc je dirais que ça devait être peut-être quelques semaines après l'explosion d'AZF donc, que j'ai commencé à travailler pour le Move. Et je pense que j'ai pas travaillé plus d'1 an. Et puis après, je suis retournée en fait à faire de la fiction sonore, enfin de la fiction télé Pour France Télé. pour France Télé, parce qu'à l'époque, il y avait un réalisateur avec qui j'avais déjà travaillé, qui était habitué à ce que ça soit moi qui fasse le montage son de ces téléfilms, et qui avait demandé à ce que ça soit moi, et donc j'y étais retournée. Voilà. Et qu'est-ce que tu as préféré justement dans ces 10-15 premières années de ta carrière, à toucher un petit peu à tout? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement attiré l'attention, envie de peut-être développer par la suite? Alors j'avoue que moi, je pense que si ça avait été facile et que j'avais pu continuer, je serais restée sur le montage son de fiction télé ou film, hein, c'est exactement pareil. Enfin, c'est juste la production, Ouais. les moyens qu'on met dedans qui sont différents. Mais j'adore avoir une image, avoir une histoire et la modifier, lui donner quelque chose de supplémentaire avec du son. Je trouve que j'ai l'impression qu'on a un pouvoir à modifier une histoire, une image, juste avec le son, que je trouve magique. Et je pense que j'aurais pu continuer. Et en fait, je suis quand même contente finalement qu'il y ait eu des embûches sur mon parcours pour avoir fait plein de choses différentes. Hein, mais ouais. Et puis tu vas devenir donc experte en binaural. Par la suite, Ouais. à quel moment tu découvres un peu le binaural? À quel moment le binaural entre dans ta vie? Ou en tout cas l'immersion sonore, plus que peut-être le Ouais. binaural dans un premier temps? Alors, complètement par hasard aussi. À l'époque, je venais de me faire embaucher à France Télévisions à Paris. Pas sur un malentendu, mais comment dire. J'étais intermittente. En gros, je faisais de l'enregistrement de bruitage pour une fiction de TF1 qui était à Brie-sur-Marne. Et en parallèle, je faisais aussi assistante de plateau sur une émission qui s'appelait Ce soir ou jamais, qui était sur France 3. Et sur lequel il y avait un live tous les soirs. Et c'était du lundi au jeudi, je crois. Et donc, c'était très chouette de faire ce live de musique tous les soirs. Et il y a un moment où ils ont décidé d'embaucher quelqu'un en CDI pour faire ça. Et donc, à ce moment-là, ils m'ont dit, soit tu postules sur le poste et il y a des chances que tu l'aies, soit c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir et du coup, tu travailleras plus pour nous puisque j'étais intermittente. Donc, je me suis dit que j'avais peut-être pas trop le choix, donc je me suis dit que j'allais donc postuler. Ce que j'ai fait, et donc j'ai été prise, mais il se trouve que l'émission, elle s'est arrêtée. Enfin, elle s'est arrêtée. Elle est passée de quotidienne à hebdomadaire, et du coup, je me suis retrouvée, comme j'étais embauchée chez France Télé, ils m'ont placée dans leur service aux actus. Et là, ça m'a pas trop plu. Donc, c'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire, mais là, en plus, c'était vraiment pas... Oui, c'est pas dans la création, on n'est pas dans... Ça me plaisait pas plus que ça. C'était... Il y avait rien de... Enfin, au début, c'est un peu marrant parce qu'il y a du direct, il y a des politiques, il y a des élections, il y a des...
Mais bon, passé quelques mois, il n'y a plus rien de très intéressant. Donc, j'ai commencé, du coup, parce qu'en fait, il y avait des très très longues journées, puisque à l'époque, il y avait un journal à midi, donc on commençait à 10 heures, et puis on avait un le soir 3 qui était après le dernier match de foot, quand il y avait du foot. Donc des fois, c'était minuit. Donc on avait des très très longues journées et pas beaucoup de périodes de travail. Et donc, à l'époque, c'était la mode des MOOC. Donc Des moi, MOOC. ouais, des Massive Online Courses, les trucs de formation en ligne Ok. où on s'inscrivait, où on pouvait passer des sortes d'UV qui étaient, enfin, je sais pas, Ok. ça me plaisait bien. Et donc, bah, heureusement, j'avais un ordinateur à disposition et donc j'ai suivi un MOOC sur genre le traitement du signal sonore et le son binaural, un truc comme ça. J'ai essayé de le retrouver, je l'ai pas retrouvé. Je sais plus comment j'en étais arrivée là. Oui, parce que le binaural, c'est pas nouveau du tout. Non, non, c'est pas nouveau du tout, mais moi je connaissais pas. Voilà. Et, et donc du coup j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis en parallèle j'ai appris, et donc je cherchais désespérément à changer de service parce que je me disais que c'était voilà, que je pouvais pas rester là où j'étais. Et j'ai appris qu'à France Télé ils avaient créé un département qui s'appelait Innovation et Développement, dans lequel ils avaient plusieurs axes de recherche. Et une personne que je connaissais m'a dit, mais ils veulent faire une, un projet sur le son binaural. Et donc, j'y suis allée un peu au culot en disant, voilà, bah, vous cherchez quelqu'un qui veut faire ça. Moi, j'ai fait un MOOC. Et voilà, et donc je veux bien venir travailler dans votre service. À l'époque, c'était Yves Lebras qui était le directeur de ce service, qui était un ancien directeur technique de France 3 et qui m'a fait confiance, voilà, qui a fait le pari que ça allait le faire. Et donc, du coup, je me suis lancée là-dedans sans connaître grand-chose au binaural. Mais c'était pas forcément un problème, étant donné que c'était un projet qui était un projet donc, de recherche qui regroupait, je crois, il y avait 10 organismes différents. Donc il y avait France Télé, Radio France, Orange, Orange, il y avait le CNSMDP, l'IRCAM. Donc l'IRCAM. là, c'est le projet Billy. Voilà, exactement. Et il y avait 4 PME. Le rôle de France Télé, donc en plus d'être manager de projet, c'est-à-dire un chef de projet sur ce projet de recherche, c'était de faire de la création de contenu, tout comme Radio France et le CNSMDP. Et l'IRCAM, Orange Lab et le CNRS, leur rôle, c'était de l'expertise en binaural. Donc on n'était pas du côté de l'expertise binaurale, on était du côté création de contenu et comment on peut créer du contenu en binaural en tirant le mieux. Et c'est là que moi j'ai fait le lien entre la création de contenu en télé et la recherche binaurale. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai appris, grâce aux spécialistes, aux chercheurs que j'ai rencontrés, dont Rosane Nicole, dont Olivier Warusfel, enfin des gens qui sont des experts incroyables en la matière et qui sont d'une gentillesse, d'une humilité, d'une pédagogie incroyable. Et donc là, j'ai vraiment... Donc c'est un projet en plus qui a duré, je sais plus s'il a duré 3 ans ou 4 ans. Je crois que c'était 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, on a eu plein de discussions Ouais. qui étaient passionnantes. À la fois, ils nous expliquaient comment ils évaluaient, quels étaient leurs critères d'évaluation, comment ils le fabriquaient. Et ils avaient besoin aussi de savoir comment nous, on s'en servait, qu'est-ce qu'on attendait d'un rendu en binaural. Parce que, bon, par exemple, l'armée a besoin de rendu en binaural parfois, mais leurs critères d'évaluation ne sont pas du tout les mêmes. Si on a par exemple des militaires qui ont besoin
de savoir d'où vient le tir, c'est une question de vie ou de mort. Nous, on a besoin d'impressionner les gens, de les émouvoir. Donc, on n'a pas du tout la même attente par rapport à un rendu binaural. Et c'était vachement intéressant de travailler là-dessus et de travailler conjointement avec Radio France, qui, eux, étaient aveugles, on va dire, puisqu'ils ils écoutent en fermant les yeux. Alors que nous, on écoute en regardant une image. Et en fait, c'est très, très différent, puisqu'on perçoit les choses de manière totalement différente quand on voit et quand on voit pas. Et donc, c'était très, très intéressant d'avoir ces deux approches et de confronter nos besoins en tant que créateurs de contenu qui étaient complètement différents. Ouais, parce que c'est vrai qu'on va le voir dans le binaural, il y a le cerveau qui joue un rôle hyper important. On peut peut-être resituer un peu, comme on commence à parler de binaural, de reparler de ça pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, parce que c'est vrai que c'est assez technique, c'est assez pointu aussi comme technologie. Donc c'est du son qui fait partie de ce qu'on dit de son immersif, c'est ce qui se rapproche le plus de l'oreille humaine, puisqu'on est sur 2 canaux, mais c'est avec une écoute au casque, mais une écoute au casque un peu augmentée, on va dire, avec différents critères à prendre en compte. Tu peux peut-être nous présenter un peu ces critères qui font qu'on parle de binaural et qu'on peut écouter en binaural. Alors, déjà, quand on parle de binaural, je pense que c'est important de parler de la perception qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc, dans la vie de tous les jours, on entend en binaural. Tout simplement, notre cerveau sait décoder des informations qui vont nous permettre d'entendre en 3D. Par exemple, si je fais un son ici, même si j'ai les yeux fermés, je vais savoir qu'il est à cet endroit-là, parce que mon oreille droite va l'entendre un peu plus fort que mon oreille gauche, va l'entendre un petit peu plus tôt, puisque le son met du temps à se déplacer dans l'espace, dans l'air. Et je vais aussi avoir la forme du pavillon de mon oreille qui va créer des indices fréquentiels et qui vont faire que le son va pas être pareil s'il est ici, ici ou ici. Donc ça, c'est une faculté qu'on a dans la vie de tous les jours. Quand on marche dans la rue et qu'il y a une voiture qui passe derrière nous, on l'entend derrière nous, on n'a pas besoin d'avoir des oreilles derrière. Donc 2 oreilles et un cerveau suffisent à créer une écoute immersive. Donc une fois qu'on s'est dit ça et qu'on est conscient que avec uniquement les informations qui arrivent à l'entrée de nos 2 oreilles et au décodage de notre cerveau, on peut entendre en 3D. Il suffit de se dire qu'équipé d'un casque dans lequel on a exactement les 2 informations dont on a besoin pour que le cerveau réussisse à décoder l'espace, on va créer donc un son complètement immersif, mais qu'il faudra écouter au casque. Donc ça, on va dire, c'est la perception. Du coup, il n'y a pas du tout de technique là-dedans. Quand on sait que avec seulement 2 sons et un cerveau, on peut entendre en 3D, donc du coup, après, c'est assez simple d'imaginer comment restituer une écoute binaurale à un auditeur. Donc, moi, il y a du binaural natif que j'appelle un peu bio, puisqu'il n'y a pas du tout de synthèse là-dedans. Il suffit de prendre une tête, soit une tête d'humain, soit une fausse tête, et de mettre des micros à l'entrée des oreilles. Et ce qu'on va enregistrer va avoir intrinsèquement tous les indices binauraux dont on a besoin, c'est-à-dire que le son qui va être émis là va bien évidemment arriver avant, ici, et plus fort que là. Et si on a une bonne forme du pavillon, on va aussi recréer donc ces indices qu'on appelle monoraux, qui sont des indices fréquentiels. Ensuite, il y a une manière de faire de la synthèse binaurale. Donc ça, on parle de binaural natif. Voilà, ça c'était... Voilà. Et ensuite, la synthèse binaurale, c'est la manière de le recréer artificiellement. Et ça peut s'appliquer sur un son mono ou un son multicanal. Et on va réappliquer les indices, les différences de temps d'arrivée, de volume et de fréquence à chacun des sons qu'on va vouloir faire percevoir dans un espace. Donc ça va se faire en post-production, avec des plugins, des choses comme ça. Exactement. Et est-ce qu'on arrive justement à égaler un peu cette perception sonore du natif, du binaural natif avec la synthèse aujourd'hui ? Bon, pour moi, le binaural natif, c'est tellement proche de l'écoute réelle que c'est sûr qu'il est au-dessus. Si on n'a pas besoin, par exemple, de bouger la tête et d'avoir un rendu qui suit les mouvements de la tête. Mais si on est vraiment dans une écoute statique de quelque chose de linéaire,
le binaural natif, il n'y a pas mieux. Peut-être que la synthèse binaurale peut égaler, mais je vois pas comment ça pourrait être mieux. Voilà. Mais j'ai peut-être pas encore tout découvert. Si ça se trouve, on peut faire mieux que l'écoute naturelle, parce que ça serait possible de faire peut-être mieux que l'écoute naturelle. Quelque chose qui soit encore plus waouh, quoi, que la vraie vie. Peut-être que ça, c'est quelque chose qu'il faut explorer. Mais en tout cas, le binaural natif, c'est vraiment la sensation qu'on a dans la vraie vie. D'ailleurs, c'est vraiment le seul dispositif que je connaisse dans lequel les gens ne savent pas toujours si c'est dans le casque qu'ils entendent les sons ou si c'est ailleurs. J'ai une petite démo qui est toute bête où je fais toc-toc sur la porte. Le nombre de gens qui enlèvent le casque et qui demandent, qui disent oui, attends, et qui se lèvent, qui vont ouvrir la porte, qui remettent le casque et qui remettent. C'est assez fou, et je vois personne, ni à la télé, en regardant la télé, ou ni au cinéma, se lever et croire que le train rentre dans la salle, quoi. Ouais. Ça se passe plus maintenant. C'est des petites démos qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube, ça. Ouais, bon, ma chaîne YouTube sur laquelle il y a 2 vidéos que j'ai postées il y a 6 ans. Mais si on veut découvrir. Voilà, exactement. Mais effectivement, c'est vrai que le cinéma, il y a moins ce côté-là aussi, puisque dès qu'il y a l'image, en fait, il y a aussi un autre rapport, j'ai l'impression, au binaural et à l'immersion sonore. Et c'est pour ça que l'écriture, notamment, en plus de l'image, est aussi une manière de faire du binaural. Tu parlais du cerveau aussi, peut-être que ça rejoint un petit peu ça. Il y a beaucoup d'attention, en tout cas, à l'écriture aussi en binaural, quand on veut utiliser le binaural, notamment en fiction sonore. Ouais. Alors, en fait, ce que je trouve intéressant dans la fiction sonore, alors moi, je me place toujours en rapport à l'audiovisuel, puisque du coup, je viens vraiment de là. Et donc, je fais toujours un comparatif. Et d'ailleurs, je pense que mon approche de la fiction sonore, elle est très visuelle. Et du coup, elle est très en lien avec un espace. Alors qu'il y a d'autres fictions sonores qui ne prennent pas en compte un espace prédéfini, qui laisse à l'auditeur créer, en fait, la scène, le décor, etc. Moi, je suis beaucoup plus dans la recréation d'un espace visuel que moi j'ai en tête. Et c'est une approche qui est un peu différente. Et ce que je trouve vachement intéressant dans la création d'un espace sonore pour imaginer le visuel, c'est que contrairement au cinéma ou à la télé, on n'a pas d'image et du coup, on n'a pas de cadre. Et donc, au lieu d'avoir un espace visuel qui est comme ça, on a un espace visuel qui n'a plus de cadre et qui est extrêmement grand. Et du coup, on peut voir derrière. On peut voir avec ses oreilles, quoi. Et on peut l'imaginer comme on l'imagine dans la vraie vie. Je pense que dans la vraie vie, quand on marche dans la rue, on a quand même conscience de tout ce qui est derrière. C'est-à-dire qu'on voit devant, mais on voit derrière avec les oreilles. Enfin, on continue à imaginer ce qui est autour de nous et ce qui est dans notre champ, hors de notre champ de vision. Et donc, cette création d'image mentale, avec le binaural, on peut la créer. Et je trouve que ça marche, mais extrêmement bien, et ça transporte immédiatement. Et moi, j'adore enregistrer des choses en binaural natif à un endroit. Et après, quand je le réécoute, mais j'ai vraiment l'impression d'y être. Et j'ai vraiment l'impression d'y être parce que j'y ai été. Comme c'est le cerveau qui recrée tout ça, il faut prendre tout en compte. Il faut prendre en compte sa culture, ses souvenirs, ses traumas, éventuellement. Sa culture cinématographique. Enfin, il y a tout doit être pris en compte, et pas que l'apprentissage qu'on a eu de notre écoute binaurale, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à comprendre sur l'écoute binaurale. C'est que c'est une écoute donc, qui est faite par notre cerveau, mais qui est faite parce que notre cerveau s'est entraîné pour écouter comme ça. Ce qui veut dire que on décode tous d'une manière un peu différente parce qu'on a tous un cerveau qui s'est entraîné différemment et qui s'est entraîné dans des conditions particulières. Donc quelqu'un
qui est habitué, je sais pas, à être très attentif à des choses qui bougent, qui voilà, va être beaucoup plus agile sur par exemple, des changements d'indices sonores. Euh, les, les personnes qui, qui vivent dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de sons, enfin, vont avoir une manière d'écouter qui est différente. Et donc les souvenirs, ce qui a été écouté avant, tout ça, ça a un impact sur la manière dont on entend les choses. C'est-à-dire qu'on s'entraîne à être du coup plus immergé au binaural? On s'entraîne sans faire exprès. Oui, bien sûr. Voilà, ouais. On s'entraîne sans le faire exprès. Après, on peut s'entraîner en faisant exprès. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, de toute façon, on entraîne notre cerveau à entendre et à percevoir les choses. Donc, mais peut-être que les gens qui écoutent de la musique au casque toute la journée sans avoir ces indices binauraux, etc., peut-être qu'ils perdent de l'entraînement. Peut-être que les gens qui jouent à des jeux vidéo avec un casque, qui font appel à des indices binauraux de localisation, etc., ont une performance qui est plus élevée. Mais qui, du coup, est une performance plus élevée, mais pas avec leurs propres oreilles, puisque c'est des moteurs de rendu qui génèrent un binaural qui est pas sur les mêmes fonctions de transfert que celles du joueur. Ouais. Et alors, comment on peut, peut-être on le verra aussi un peu après dans les différentes œuvres, mais comment on peut écrire en binaural pour une fiction sonore, et quelle est la place précise de l'écriture dans cette création binaurale? Alors, tout dépend de quelle est la place qu'on veut donner au binaural. Parce que ça reste quand même une technique. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas écrire une fiction en se disant « je veux faire une fiction en binaural ». Je pense qu'une fiction, pour qu'elle soit bien, il faut que l'histoire, elle soit bien. Il faut que les personnages soient crédibles et il faut que les comédiens soient bons. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment toujours... Faut pas se mentir là-dessus. J'ai beau adorer le binaural et trouver que c'est incroyable, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'elle soit bien écrite, il faut qu'elle soit forte, il faut que les personnages soient bons, il faut que les comédiens soient bons. Et une histoire sera toujours mieux avec un son pourri, mais si elle est bien et avec des bons comédiens, qu'un son génial avec une histoire complètement plate. Ou voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Une fois qu'on a dit ça, il faut se demander si on veut la faire en binaural, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Et c'est parce qu'on veut soit qu'il y ait un point de vue particulier et que ce point de vue, il rentre dans l'histoire. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut montrer qu'on a différents points de vue ou différents personnages et montrer la subjectivité de ces différents personnages. Donc ça peut être très intéressant du coup d'avoir du binaural pour ça. Ça peut être intéressant si on veut expliquer qu'il y a des choses qui ont été cachées à certaines personnes et pas à d'autres, et donc d'avoir des écoutes différentes. Ça peut aussi être si on veut vraiment mettre en valeur des lieux ou des architectures, parce que donc le son, qu'il soit binaural ou pas, il fait résonner les espaces et l'acoustique d'un lieu, elle permet de le visualiser tout de suite. C'est-à-dire que si on parle dans une église, dans une salle de bain ou sur une plage, le son de la voix va être complètement différent parce qu'il va se répercuter sur la matière, sur les espaces, sur les plafonds, et ça va éclairer de manière sonore le lieu. Et donc, si on a des lieux qui sont vraiment différents, le binaural, il peut être super intéressant parce qu'il va non seulement permettre au son de se propager dans l'espace, de revenir, mais en plus de revenir de manière immersive. Et donc, on va voir les lieux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir situer une fenêtre, une porte,
un trou dans le mur dans lequel il va y avoir du vent qui va passer. Enfin, tout ça va s'éclairer. Donc, je pense que ça, c'est important de se dire que le binaural, comment il va porter mon histoire, en fait, et comment il va la rendre plus claire, et comment il va éclairer mon histoire. Donc, je pense que c'est à ça qu'il faut penser. Et une fois qu'on a pensé ça, je pense qu'il faut vraiment écrire la grammaire. C'est-à-dire que c'est un peu comme un jeu vidéo. Ça, c'est aussi parce que finalement, il n'existe pas encore suffisamment de fiction sonore pour qu'il y ait une grammaire qui soit connue, comme on a au cinéma, voilà, des comme on choses a comme ça, un exactement. plan. Voilà. Au cinéma, quand c'est en noir et blanc ou en sépia, c'est le passé. Quand c'est quand c'est comme ça, c'est qu'on a pris de la drogue. Quand c'est flou, c'est que c'est un rêve. Ouais. Voilà. Donc ça, on n'a pas encore. Donc il faut écrire cette grammaire. Donc pour écrire cette grammaire, on peut très bien s'appuyer sur ce qui existe déjà, par exemple au cinéma, c'est-à-dire que on peut aussi recréer ces Oui. effets qu'il y a au cinéma et ça les utiliser, mais on les a pas tous. Et puis surtout, on n'a pas ceux qui sont en lien à l'espace, puisque au cinéma, c'est devant ce qui se passe. Donc du coup, ça c'est, je dirais que les séquences de départ, il faut pas que ça soit explicite, mais il faut faire comprendre à l'auditeur quels vont être les codes avec lesquels on va jouer après. Donc ça, je pense que c'est assez important de réfléchir à comment on démarre une fiction en donnant des clés de lecture de la suite. Voilà. Donc en fait, ouais, c'est écrire la grammaire sonore de ce qui va suivre et se demander est-ce que ça, c'est pas trop... Est-ce que je vais réussir à le suivre jusqu'à la fin, en fait? Si j'écris ça, si je décide que c'est comme ça, et de toute façon, même une grammaire sonore qui est bien écrite, etc., on peut toujours s'en éloigner, mais le savoir, en tout cas. Savoir pourquoi on s'en éloigne, etc. Est-ce que tu penses que c'est là justement que se joue vraiment le progrès de cette technologie de demain, ou est-ce qu'on peut encore progresser techniquement? Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir sur le binaural? Est-ce qu'on peut encore perfectionner? Parce que j'ai l'impression que l'audience, les auditeurs n'ont pas encore vraiment suivi ce mouvement du binaural, ou même s'ils sont souvent impressionnés quand il y a quand même des choses un peu particulières, souvent ce que tu as fait par exemple pour tes vidéos, et tu as déjà fait des démonstrations, et souvent les gens sont impressionnés. Mais j'ai l'impression que les gens connaissent déjà pas forcément le binaural, que le binaural est un peu partout déjà, que ce soit dans les podcasts de Radio France par exemple, que ça soit en musique aussi, on en a de plus en plus, des choses comme ça. Mais que voilà, l'auditeur ne sait pas forcément qu'il écoute du binaural, et il ne se rend pas compte justement de cette sensation d'immersion. Alors, pour moi, le fait qu'ils s'en rendent pas compte, c'est justement parce que ça marche bien. C'est-à-dire que si on veut que les gens... Si le binaural, il est censé servir l'histoire, bah, il faut que personne s'en rende compte. Enfin, en tout cas, si quelqu'un l'oublie, c'est qu'il est rentré dans l'histoire. Donc, c'est ça qui est le plus important. Donc, c'est vraiment savoir se mettre au service de l'histoire. Donc, pour moi, c'est pas très grave si les gens savent pas ce que c'est. Et si les gens n'ont pas conscience que c'est ça. Après, c'est important que les gens qui financent se rendent compte de l'impact que ça a dans la qualité de l'expérience des auditeurs et sur l'importance que ça a de produire de la bonne qualité. Mais que les gens ne soient pas conscients en tant qu'auditeurs que c'est ça qui leur crée de la qualité d'expérience, c'est pas si grave, et c'est même plutôt une bonne chose, parce que l'important, c'est quand même l'histoire. Voilà. Et après, pour revenir à ta question de est-ce qu'il y a des choses à améliorer, à inventer, etc., je pense que pour l'instant, il y a déjà suffisamment de choses qui sont inventées et qui ne sont pas encore assez mises en pratique. Comme... Comme la synthèse binaurale, ce genre de choses, ça existe déjà, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de fiction sonore. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Et c'est ça qu'il faut, je pense, c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est sur
les histoires, les scénarios, les modes de diffusion, les modes de financement. Et ensuite, à partir du moment où il y aura ça, bah, les créateurs sauront créer, il n'y a pas de problème. Ça, et les outils vont avancer. Ouais. Mais il faut qu'il y ait un besoin, en fait. Oui, c'est sûr. Et c'est le problème de la fiction aussi, c'est que ça coûte cher, malheureusement. Oui, mais quand il n'y a pas d'image, ça coûte quand même beaucoup moins cher. C'est clair. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais d'ailleurs, on va entrer un peu dans les œuvres sur lesquelles tu as pu participer. En tout cas, j'en ai sélectionné 2 qui m'ont particulièrement touché. Il y a Styx sur Audible. Donc là, on est vraiment sur ta période Audible qui a duré 5 ans à peu près, 2020-2025. Styx, c'était plutôt au début, puisque ça faisait 1 an ou 2 que tu étais chez Audible. Je pense que c'était même la première année, pratiquement, que... j'arrive plus à me souvenir des dates, mais je pense que j'ai travaillé sur Styx, en tout cas sur le scénario de Styx dès les premiers mois où j'étais chez Audible. Oui, parce que c'est sorti en 2022, mais avant, il y a eu l'enregistrement, la post-prod, il y a eu le Covid, il y a eu des petites contraintes qui sont passées au milieu. Mais donc, pour resituer, donc c'est une fiction sonore Audible originale, écrite et réalisée par Volodya Acer. En coproduction avec Paradiso Media, en partenariat avec l'Opéra National de Paris, qui fait un travail aussi assez extraordinaire dans cette fiction sonore. Alexandre Widmer à la direction artistique aussi sonore, un peu sur le projet, qui est mixeur, monteur son, plutôt cinéma normalement, mais il a fait aussi un peu de fiction sonore, notamment pour Canal. Et donc en acteur, actrice, il y a Dali Ben Salah, Freya Mavor, Anna Moglalis. Il y a beaucoup d'acteurs et actrices aussi de talent dans cette fiction. Je me souviens de rien. Ceux qui me soignent m'appellent l'inconnu. Styx, la nouvelle série audio. Écoutez-la gratuitement sur audible.fr. Donc on l'a dit, toi, ça faisait tout juste quelques mois ou 1 an que tu venais d'arriver chez Audible. Tu étais spécialiste plutôt audio, en audio immersif. Au moment où tu arrives chez Audible, tu n'es pas encore du coup dans la production, ou en tout cas la ligne éditoriale de Audible et des contenus originaux. Non, exactement, oui. Moi, je suis arrivée en tant que spécialiste du binaural. Je venais de démissionner de France Télévisions. Audible venait d'ouvrir ses studios à Paris et ils m'ont embauchée en gros comme ingé son spécialiste du binaural. Et donc, quand j'arrive, on me parle de ce projet qui était déjà... L'histoire était déjà complètement ce qu'elle est au final. Je dirais Volodya, il a vraiment écrit déjà son histoire. En revanche, ce qui a été intéressant pour moi, c'est de rajouter cet aspect point d'écoute, où on se situe, où se situe l'auditeur. Et c'est ça qui a été super intéressant pour moi. Voilà. Et pour l'auditeur aussi. Voilà. Donc pour expliquer, on est dans la tête du personnage principal, qui est donc Dali Ben Salah, qui se retrouve dans le coma, qui entend tout, mais qui ne peut pas bouger, et que tout le monde pense dans le coma. En fait, donc il n'est pas dans le coma, puisqu'il est conscient et qu'il entend tout. Mais qui ne peut pas bouger. Et il ne peut pas bouger, voilà. Et donc, il y a un voyage entre ce qui se passe dans la tête. En fait, il y a 3 espaces sonores. Il y a ce qui est dans ce que lui entend, dans le présent, dans l'ici et le maintenant, ses souvenirs, et ce qui se passe autour de lui. Et donc, c'est vrai qu'il y a la chambre d'hôpital, et il y a la chambre d'hôpital qui est complètement en son binaural, donc ça, c'est moi qui fais la prise de son là-dessus.
Et là, Elle pour est... le coup, il y a une écriture spécifique. Est-ce que c'est toi qui le ramène, ça? Parce que c'est vrai qu'il y a un intérêt à utiliser le binaural pour ces scènes-là qui sont hyper immersives, justement, Voilà, puisqu'on ouais. est sur un corps couché dans un lit avec des gens qui parlent à Tous les droite et à dialogues gauche. étaient déjà écrits, etc. Par contre, ce que j'ai fait, c'est avec Volodia et voilà, on a réfléchi à tout ce qui était mise en scène sonore. Et là, c'est quand je disais tout à l'heure que moi, j'imagine les scènes sonores avec quelque chose de très précis en tête et un décor vraiment précis, contrairement à beaucoup d'autres fictions sonores où on n'a pas l'espace, et c'est très bien comme ça aussi, hein, mais c'est vrai que moi, venant de la télé, j'ai effectivement l'image en tête. Et donc, ben, on avait un scénario avec des différents points, et il y avait des repères, pas des repères sonores, des repères visuels sur le sol, et les personnages devaient se déplacer, ouvrir la porte, dire leurs phrases sur tel chemin, s'arrêter là, s'approcher, faire le tour du lit. Et donc tout ça, ça a été, on a écrit la chorégraphie, on va dire, Ouais. de manière, à ce que le lieu soit dessiné, puisque un personnage dans une fiction sonore n'existe que s'il parle. Donc il fallait toujours faire en sorte qu'on commence une séquence en entendant qui étaient les protagonistes. Parce que dans une scène de cinéma, s'il y a 3 personnes autour d'un lit, qu'il n'y en a qu'une qui parle, c'est pas un problème, on voit les 2 autres. Dans une fiction sonore, s'ils se mettent à parler au bout de 30 secondes, on se dit mais d'où il vient donc tout ça, il a fallu le prendre en compte. Et en fait, ça a été ça le gros de mon travail, c'était comment mettre en lumière tous les personnages, les différentes choses. Enfin, il y avait un moment, il y a un chariot, il y a de la pluie dehors, il y a un goutte à goutte. Et il fallait que tout ça, ça soit clair, ça soit défini dès le départ, et trouver des astuces pour que tout ça prenne du sens par rapport à l'histoire et pour la rendre lisible. Et le but était de faire en sorte qu'il y ait vraiment une différence entre la scène d'hôpital qui était en binaural, natif, et qui était censé, on va dire, être brut, parce que c'est là où il souffre aussi, puisque son corps souffre, en fait, il est, voilà. Et ce qui se passe dans sa tête, qui, on va dire, est plus du cinéma, voilà, et qui est décorrélé du corps, de la souffrance et de l'écoute binaurale. C'est un bon son de cinéma, mais c'est pas c'est pas de l'immersif charnel, on va dire. Et quand est-ce que vous avez choisi un peu justement ces scènes où là vous dites on va utiliser une tête binaurale, là on va utiliser une tête stéréo, puisque je crois que vous avez utilisé aussi des micros stéréo en ORTF? Alors, sur Styx, il n'y a pas eu de choix. Au moment du tournage, il y avait tout. Ce qui n'était pas mon choix. Parce que pour moi, ça complexifie beaucoup. Je pense que c'est bien de savoir tout de suite ce qu'on va utiliser et de faire en sorte que ça marche bien. Je pense que quand on utilise 3 systèmes de prise de son en parallèle, il n'y en a aucun des 3 qui soit vraiment... dont on s'occupe vraiment bien, on ne sait pas lequel écouter. Sinon, il faut avoir 3 personnes qui écoutent. Enfin, ça devient... mettre des micros d'appoint pour assurer les choses, je trouve que c'est une très bonne chose, mais mettre plein de systèmes différents sur une scène, je pense que c'est un manque de choix. Ouais. Mais ça peut se comprendre aussi parce que c'est flippant de mettre en œuvre autant de moyens, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, les scènes d'hôpital, il était prévu de les faire vraiment en binaural. Donc on avait une tête binaurale, on avait une KU100, et on avait en parallèle des micros, des DPA 4060, que j'ai mis dans les oreilles de Dali,
pour les scènes où c'était vrai, où on entendait, soit où il respirait, où on l'entendait parler, ou les scènes avec son corps, on va dire. Voilà. Une scène où il nage aussi, où il avait les micros dans les oreilles et où je le tenais. J'avais une sorte une petite canne à pêche pour les préamplis micros, pour les garder au-dessus de lui, là, comme ça. Et donc, sacrée expérience. Voilà. Et parfois, c'était du coup là en stéréo. Et alors, les scènes qui étaient en stéréo, j'étais pas dessus, puisque moi, je me suis occupée que des scènes en binaural. C'était toutes les scènes qui n'étaient pas dans l'hôpital. Moi, je n'ai fait que les scènes de l'hôpital. Et là, sur ces scènes-là, il y a eu... Il y a eu plein de systèmes qui ont été mis en œuvre, donc des micros d'appoint, des micros stéréo, voilà. Ok. Et s'il y a eu une scène aussi, je crois, dans l'enregistrement musical qui a été tourné aussi avec une scène avec une tête binaurale. Ouais, avec ma tête ma tête de coiffeur là, parce qu'elle est plus légère, puisque il fallait qu'elle bouge, ouais. Mais donc j'étais pas là à cette captation non plus. Et qu'est-ce que tu retiens de ce projet qui était un de tes premiers gros projets en arrivant chez Audible ? Qu'il faut quand même savoir simplifier les choses. Et qu'il faut faire des choix, quitte à peut-être se planter, mais pour moi, il a duré trop longtemps. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien que les choses se fassent vite, en fait. Quitte à ce que parfois elle soit pas peut-être parfaite et qu'on fasse d'autres choses après. Mais je pense qu'il faut avancer plus vite. Faire des choix. Ouais. Et avoir trop le choix, parfois, c'est vrai que ça ralentit aussi les projets. Et puis, il y a un autre projet gigantesque, 1984, qui a été adapté, alors bien sûr, de George Orwell, de base du livre. C'est une œuvre donc classique de la littérature, et c'est un projet qui a été mené, là, par contre, par Audible, par une équipe britannique à la base, qui a été donc adapté en français. Donc ça, c'est un projet qui a été réalisé par Destiny et Caraga, avec Andrew Garfield, Cynthia Erivo et Andrew Scott en anglais. Bonjour, je suis Laetitia Casta, j'interprète Julia. Bonjour, je suis Dali Ben Salah, j'interprète Winston. Bonjour, je suis Lambert Wilson et j'interprète le rôle de O'Brien dans 1984. Une fiction audio originale. À écouter exclusivement sur Audible. Donc, Goldstein existe. Ah oui, il existe et il est vivant, bien que nous ne sachions pas où il est. En quelques phrases, 1984, c'est une dystopie dans un monde totalitaire. Qui va se reconstruire en 3 blocs, Estasie, Eurasie et Océania, gouvernés par le célèbre Big Brother qui surveille absolument tout le monde, surtout qui surveille les pensées. Quelques individus vont tenter de se révolter contre ce système-là. Ils essayent, on va dire, de survivre dans ce monde de destruction de l'humanité. Et donc, il a été choisi de l'adapter en français. Comment ça s'est passé aussi, puisque tu as travaillé donc avec l'équipe britannique? Comment on fait une adaptation d'une fiction sonore audible britannique en français? Alors, c'est marrant, parce que du coup, moi, je fais toujours le parallèle avec ce qu'on fait en cinéma ou en télé. Et là, pour le coup, donc, on fait pas la même chose. En cinéma et en télé, on a une image... Et du coup, on est complètement tributaire de la temporalité d'un film. Et on fait de la détection, du doublage, voilà, pour rentrer exactement dans les clous de la version originale. Ce qui est intéressant dans la fiction sonore, c'est que comme il n'y a pas d'image, finalement, on refait une version originale. Et c'est super parce qu'on on prend pas des doubleurs, mais on prend des comédiens qui sont des A-list. Donc du coup, on a appelé Dali, avec qui j'aime bien travailler. Je pense que tout le monde aime sa voix aussi. Et donc du coup, on a fait l'adaptation, donc une traduction. Il y a eu 2 étapes de traduction qui ont été faites. Une étape qui a été faite par une traductrice littéraire. Et puis ensuite, on est passé
par quelqu'un qui a fait une adaptation pour la fiction sonore du texte. On n'a pas du tout été contraint par le timing, du coup. On a fait enregistrer les audios par un studio partenaire qui s'appelle Novelcast, avec qui on travaillait régulièrement et avec qui Audible travaille toujours régulièrement. Et donc on a enregistré, c'est Jean-Baptiste Jeannot qui a fait la direction de comédiens. On a enregistré les comédiens ensemble, en multicast, donc ils étaient les uns en face des autres. C'est assez finalement rapide en enregistrement par rapport à un film, c'est extrêmement rapide. C'est assez chouette, je pense, pour un comédien habitué à devoir attendre des heures que la mise en scène se passe, etc. Là, en fait, il y a des moments de jeu tout le temps. Donc, ils sont tout le temps en train de jouer. Et ils n'ont pas besoin de savoir voilà, à quoi ils ressemblent, etc. Donc, il y avait Laetitia Casta aussi. Du maquillage. Exactement. Laetitia Casta et Lambert Wilson, vraiment des 3 super comédiens qui ont pris vie et c'était vraiment, vraiment chouette comme expérience. Et puis ça a été mixé du coup par le studio anglais qui avait fait la version originale. Donc on a envoyé les pistes audio. Et en fait, moi, j'ai juste fait des feedbacks. Ceci dit, d'ailleurs, j'étais plus du tout ingé son à ce moment-là, parce que j'étais en charge des fictions originales. Donc, voilà, j'étais dans mon rôle de... Ouais, parce que donc ça, c'est sorti plus récemment, Voilà. fin d'année 2024, je crois. Ça va être ça. Et donc toi, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces dernières années, puisque c'est vrai que ton poste a vraiment évolué au cours des années chez Audible, même si ça n'a pas duré très longtemps, 5 années. Mm-hmm. Mais il y a eu vraiment une évolution de ton poste, de tes tâches, de tes missions. Qu'est-ce que tu as préféré et qu'est-ce que tu as un peu réalisé ? Alors, je pense que moi, j'aime bien changer, déjà. J'aime bien changer par envie et aussi parce que je peux me lasser de choses. Je pense que j'avais envie d'être plus au contrôle de l'histoire, en fait. Enfin, parce qu'en tant qu'ingé son, c'est chouette, on peut faire plein de choses, mais souvent on se dit « Ah, mais ça, j'aurais fait autrement. Ah, pourquoi ils ont fait ce choix-là de comédien? Pourquoi ils ont fait le choix de garder la musique? Pourquoi ils ont traduit par exemple, les paroles, il faut les garder en anglais. Par exemple, dans 1984, voilà, il y a des choses comme Big ça. Brother, Voilà. Il y a plein de choses qui sont frustrantes dans certains rôles, et du coup, j'avais envie d'avoir l'autre. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, on contrôle pas tout non plus quand on est de l'autre côté. Et puis, en fait, moi, j'aime bien tout faire, pour répondre à ta question. Quand j'étais dans le rôle commissionneur, on va dire, c'est-à-dire responsable des contenus originaux, j'étais frustrée de pas mixer. Et quand j'étais du côté mixage, montage son, j'étais frustrée de ne pas avoir de la main sur le scénario. Donc en fait, moi, j'aime bien tout faire. Et j'aime bien du coup changer de rôle pour... voilà. Et on va revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu avais fait aussi un post en partant de chez Audible où tu disais, alors tu disais que c'était une super expérience, que ça avait été vraiment très enrichissant, même toutes ces années. Mais tu disais que à force de vouloir tester si j'étais capable, j'ai oublié de me questionner sur ce que je souhaite vraiment. C'est ce que tu disais aussi Ouais. un peu en début d'interview. Et... donc tu dis que tu ne regrettes rien et que tu étais sûrement très animé aussi par tous ces challenges. Est-ce que tu as le sentiment de t'être un petit peu oublié aussi ces dernières années, ces quelques années de carrière et comment t'aurais aimé peut-être que ça se passe autrement ? Alors, je pense que c'est... Peut-être que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Mais j'aime bien relever les défis, donc je pense que c'est un peu mon moteur.
Je dis rarement non, donc du coup, ça me permet, une fois que j'ai dit oui, de me dire, il va falloir que je réussisse. Donc voilà, c'est peut-être ça qui me permet d'avancer, on va dire, sans que j'ai vraiment un objectif en tête, etc. Et puis, il y a aussi tout simplement plusieurs contraintes auxquelles j'ai fait face. Une, c'est la contrainte financière, c'est-à-dire que je pense que de trouver un travail qui rémunère suffisamment, c'est pas toujours les métiers et les choses qui m'épanouissent le plus. Mais je suis pas mauvaise à organiser, à mettre en place, je sais pas, des process de travail, tout ça, mais c'est pas un truc que je trouve foufou. Mais en même temps, il y a des gens qui sont prêts à me payer pour faire ça, et finalement, je le fais bien, et je suis bien payée, donc du coup, je me lance là-dedans, mais ça m'empêche de faire quelque chose qui me plairait plus et qui serait plus créatif. Donc c'est un peu une solution de facilité, de confort, on va dire, mais dans lequel, j'ai du mal à... dans lequel je suis insatisfaite, et donc du coup je change et je passe d'un truc à l'autre, etc. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je me suis dit que j'allais démissionner d'Audible et que j'allais me mettre à mon compte. Mais même en me mettant à mon compte, finalement, j'ai pas encore vraiment fait la publicité du fait que j'étais disponible, que j'avais créé mon studio, que j'étais prête à faire des fictions sonores. Mais j'ai quand même déjà commencé à travailler. Et donc, ça me prend déjà pas mal du temps, en fait. Et moi, j'ai envie d'écrire et j'ai pas beaucoup de temps pour écrire, en fait, en ce moment, vu que j'ai pas mal de missions qui me sont proposées et auxquelles je ne dis pas non, en fait. Parce que j'ai aussi besoin de travailler. Et puis c'est aussi un challenge que j'ai envie de relever. Voilà. Et qu'est-ce que tu souhaites accomplir du coup maintenant? Quel projet tu as envie de mener? Tu parles d'écriture. Alors moi, j'aimerais bien faire une fiction sonore. Et tout faire. À part la jouer. Parce que là, j'ai fait en sorte d'avoir mon outil de travail. Donc, j'ai un studio, j'ai du matériel, j'ai un lieu. Parce qu'en fait, le studio, il est en dessous de ma maison. Et en fait, ma maison, elle peut servir de lieu, en fait, de décor, on va dire, de fiction sonore. Parce qu'il y a du parquet qui craque, il y a des escaliers, il y a une cuisine, salle de bain, enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et donc, ça, j'aimerais bien faire ça, en fait. Voilà. J'aimerais bien faire ça. Il faut que j'ai le temps de finir d'écrire, d'être contente de ce que j'ai écrit. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Il faudrait que je réussisse à le vendre. Ouais. Voilà. L'idée, c'est de le vendre ensuite à une production, à un studio. Oui, pour l'instant, c'est encore flou. Ouais. Parce que, en fait, c'est pas mon premier... En fait, j'arrive à gagner de l'argent, toujours dans le son, hein, mais je voudrais ne pas faire de compromis. Voilà. Donc, c'est ça mon but. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler ou c'est encore trop tôt là pour l'instant? Je crois que c'est encore trop tôt. Ouais. En fait, j'aimerais bien que ça soit à la fois personnel et un peu universel. Enfin, et du coup, là, j'en suis au moment où c'est personnel. Donc, je préfère attendre. Voilà. Bon, trop bien. En tout cas, c'est un super projet. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets un petit peu dans le futur avec ton studio, c'est Studio Cayenne? Ouais. Est-ce qu'il y a des projets aussi qui vont arriver un peu que tu aimerais porter au-delà de l'écriture de fiction sonore, enfin l'écriture, réalisation, post-prod? Est-ce qu'il y a des choses aussi que tu aimerais faire maintenant que tu as le choix vraiment, véritablement, en tout cas, en étant à ton compte? Eh ben oui, tout à fait. Mais alors pour l'instant, je me suis pas encore, positionnée du côté, voilà, je suis prête à produire des projets chez moi. Je pense que je vais bientôt le faire. Ouais. Voilà. Ouais. Prendre le temps aussi, c'est hyper important en fait. Oui, tout à fait.
On va passer aux recommandations. On va recommander un peu des fictions sonores. Mais est-ce que déjà, peut-être, t'aimerais recommander, au-delà de titres de fiction sonore, peut-être des créateurs, des créatrices de fiction que tu suis depuis un certain temps ou que tu aimes le travail aussi particulièrement? Que ce soit réalisateur, réalisatrice, auteur, autrice. Alors je vais pas être très originale mais bon, moi j'aime bien La Chute de Lapinville. Et c'est marrant parce que c'est absolument pas ce que je sais faire, ce que je cherche à faire. Enfin, et c'est peut-être pour ça que j'adore. C'est parce que je sais pas comment c'est possible d'avoir autant de talent, parce que c'est quelque chose que je sais pas faire en fait. Voilà. Donc ça, moi j'adore. Donc La Chute de Lapinville, produit par Arte Radio et réalisé et notamment écrit par Benjamin Habitant, qu'on a reçu d'ailleurs dans ce podcast. Mais c'est vrai que c'est très différent quand tu parlais de ton envie et de ta vision de créer des images pour la fiction sonore. Pour le coup, Benjamin Habitant, lui, j'ai vraiment l'impression que c'est totalement différent. C'est complètement différent. C'est pour ça que je te dis. Cinéma, ouais. Ouais, c'est pas du tout ce que moi je sais faire, c'est pas ce que j'essaie de faire. Mais je pense que moi je serais incapable de faire ce qu'il fait. Que je trouve brillant, et je pense qu'on fait ce qu'on sait faire et peut-être pas ce qu'on a envie de faire. Voilà, mais donc moi ça je trouve c'est super. Après Laetitia Germain-Thomas, je pense que c'est une super autrice. Est-ce que tu as des séries ou des unitaires un peu qui t'ont mis une claque, qui t'ont vraiment marqué aussi dans ton parcours de découverte de fiction sonore? Disons que j'ai écouté pas mal de les fictions sonores de France Culture, que je trouve d'extrêmement bonne qualité. Très classique, mais ça marche en fait. Ensuite, là, j'ai écouté un pilote, on va dire, d'une autrice qui s'appelle Marie Maréchal et qui était venue me voir parce qu'elle voulait faire une fiction en binaural, fiction sonore en binaural. Elle m'a envoyé son pilote, qui est sur Spotify, que je trouve super bien. Et elle a plein de... Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en off. Et je trouve que c'est super intéressant. Parce que, il y a une partie qui se passe en extérieur, etc. Il y a une fête. Et puis après, pratiquement tout se passe dans une chambre avec deux meufs qui essaient de s'endormir. Et elles entendent ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Et c'est vachement bien fait. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle A Nice Guy. Voilà. Et c'est, je crois, à l'étape de pilote, mais c'est sur Spotify. Et je trouve que c'est prometteur. Voilà. C'est intéressant dans l'écriture, justement, travailler avec le off. Voilà. Comme on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on peut faire en binaural comme fiction sonore. Ça, clairement, il y a complètement un intérêt d'avoir fait ça en binaural. Oui, ça rejoint aussi, et tu l'as dit dans beaucoup d'interventions aussi, c'est l'immersion, ne pas aller chercher que technologiquement, mais aussi beaucoup avec l'écriture, et où est-ce qu'on place l'auditeur, c'est là aussi placer l'immersion un pour point d'écoute. l'auditeur. Ouais. Donc ça je me suis dit, j'ai hâte d'écouter les autres. Est-ce que tu as des recommandations, comme tu es experte en binaural, j'étais obligé de te demander des recommandations un peu techniques. Si tu conseillerais à un auteur, autrice, réalisateur, réalisatrice qui veut créer sa fiction sonore, qu'est-ce que tu lui recommanderais comme matériel? Tout dépend de ce qu'il veut faire, bien sûr, mais s'il a envie d'utiliser un peu du binaural, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme matériel? Je lui conseillerais des DPA 4060, qui sont des petits micros cravates Omni.
Donc à mettre dans les oreilles. À mettre dans les oreilles. Moi, j'ai acheté des petites oreilles en silicone. J'ai créé une tête à base d'une tête de coiffure, hein, sur laquelle j'ai mis, voilà, j'ai mis un collant dessus, comme ça, comme si elle allait faire un braquage. Et j'ai fixé les oreilles dessus. Et ça marche hyper bien. Franchement, c'est pas comme la Neumann, mais presque, en fait. Oui, parce que la Neumann est un peu chère, je crois, elle coûte 8 000 €, quelque chose Ouais, comme 8 ça. 000 €, quelque chose comme ça, ouais. C'est vrai que ça fait un peu cher. Et puis en plus, elle est lourde. Alors, le fait qu'elle soit lourde, ça a un intérêt parce qu'il faut qu'il y ait un certain poids, etc. Mais honnêtement, le fait que ça soit lourd, c'est aussi compliqué à gérer, à placer à des endroits compliqués, à pencher, voilà. Si tu veux du mouvement. Exactement. Et après, il est complètement possible aussi de mettre les micros dans les oreilles d'un comédien. Et je l'ai fait, j'ai fait plusieurs fois. Et quelle est la bonne façon de placer ces micros? Comme ils sont omnis, tu peux les mettre dans n'importe quel sens. Tu peux même les mettre comme ça. Voilà. Mais moi, je les mets comme ça. Voilà, mais enfin, tu les mets comme tu peux, du moment que en fait, la forme du pavillon, elle fonctionne. Et ce qui est pas mal avec les petites oreilles que j'ai achetées en silicone, c'est que tu peux les faire passer de l'autre côté comme ça, et il peut ressortir comme ça. Tu peux pas faire avec un comédien. Ouais. Tu peux pas les... Lui percer l'oreille, Voilà. juste pour un tournage, ouais, c'est un peu compliqué. Voilà. Et en termes de binaural de synthèse aussi, est-ce qu'il y a des plugins qui sont accessibles et qui sont performants aujourd'hui Alors moi, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de binaural de synthèse. Je sais que j'utilisais ceux de Noisemaker. J'ai utilisé pas mal ceux de Facebook 360 là, parce que je faisais de la vidéo 360. J'utilisais pas mal du binaural pour des vidéos 360. Mais je pense plus qu'ils soient accessibles, ces plugins. Mais j'avoue que n'étant plus dans l'obligation de faire du binaural qui puisse, avec un rendering qui puisse s'adapter, etc., je me suis remis depuis 5 ans là, avec la fiction sonore sur du binaural natif. Si on est sur du contenu linéaire, c'est tellement plus simple, tellement moins coûteux en temps, en énergie, et voilà, que maintenant je fais pas mal de binaural natif. Merci beaucoup, Lidwin. Mais je t'en prie.